Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Houillon et je vais vous présenter aujourd'hui Cabinet Story. C'est une émission qui va traiter de différentes thématiques autour de la kinésithérapie. Je suis kinésithérapeute libéral et je travaille également pour l'Ornilib. Je suis référent pédagogique de la partie kiné, donc mon rôle c'est de développer tout ce qui va toucher les formations en kinésithérapie. Et aujourd'hui, nous sommes avec Michael Mulon, du coup notre invité pour aujourd'hui traiter de la thématique de comment optimiser son cabinet libéral. Donc Michael, je te laisse te présenter. Michael Mulon, moi je suis masseur kinésithérapeute, ostéopathe et également alors à Bordeaux, libéral et également formateur en formation initiale et en formation en continu. J'ai toujours entendu dire que dans la création de cabinet, il fallait faire attention à différents points, notamment l'emplacement. La localisation du cabinet, est-ce que forcément je suppose qu'il est important de faire une étude de marché. Est-ce qu'il y a d'autres kinés à côté? Est-ce qu'il y a suffisamment de patients? Tout ce qui va concerner les démarches administratives, est-ce que c'est important d'aller voir par exemple la mairie de la commune dans laquelle on veut s'installer, toutes ces choses-là? Déjà c'est essentiel, puis ça va amener des choses différentes. D'abord, sur la localisation du cabinet, en effet on va évaluer est-ce qu'il y a une faisabilité de l'activité. Alors on en a parlé dans les formations que j'ai faites, notamment pour l'Ornilib, sur notamment le business plan, et la localisation du cabinet va avoir une incidence très importante sur l'activité. La première chose, est-ce qu'on est en zone urbaine, rurale, semi-urbaine? Aujourd'hui, chez les kinés, il y a des zones surdotées ou des zones qui sont maintenant non prioritaires et du coup, où on ne va pas pouvoir s'installer comme ça. Donc là, la création ex nihilo, à partir de rien, va quasiment pas exister dans ces zones. Ça sera plutôt des reprises d'activité. Alors après, il y a différentes modalités, on pourra en parler longtemps, mais on va parler un petit peu de la localisation. En zone rurale, aujourd'hui, on peut créer des cabinets. Et là, du coup, ça va être pertinent d'aller voir dans quelle zone on s'installe. Alors déjà, il y a un zonage conventionnel avec des possibilités d'aide dans les zones sous-dotées, très sous-dotées. Et là, du coup, il y a des possibilités de financement. Il y a un zonage administratif avec notamment, alors en campagne ou dans les zones urbaines. En campagne, c'est les zones de revitalisation rurale qui vont nous donner des avantages fiscaux avec notamment une exonération d'impôts pendant 5 ans. Et en ville, les zones franches urbaines, les ZFU, qui vont nous donner aussi une exonération pendant 5 ans. Et puis après, c'est dégressif jusqu'à 8 ou 9 ans. D'accord. Donc là, on va avoir une vraie incidence. En ruralité, il va falloir voir un petit peu, en effet, avec la localité. Il y a des possibilités de faciliter, d'avoir des aides, notamment des mairies. Alors ça peut être des terrains, ça peut être des locaux à tarif préférentiel ou voire gratuit si vraiment il y a des zones qui cherchent à attirer des professionnels. Alors ça c'est vrai pour les kinés, mais c'est vrai aussi pour d'autres professionnels. Il y a aussi la possibilité de monter des maisons de santé pluriprofessionnelles avec des financements via les fonds régionaux avec des demandes à l'ARS. J'ai entendu parler de ça effectivement, qu'il y avait des aides actuellement, enfin des aides pour les maisons de santé justement, que la sécurité sociale est en train d'essayer de promouvoir un petit peu ce mode de montage de cabinets pluriprofessionnels. Il y a des avantages pour ça justement. C'est la région du coup qui propose ça? Alors sur la maison de santé pluriprofessionnelle, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est un volet avec l'agence régionale de santé, c'est l'ARS, qui finance les maisons de santé pluriprofessionnelles, mais on va dire plutôt sur le bâti, sur le structurel. Et l'assurance maladie va financer, elle, plutôt le fonctionnement avec l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel, qui va financer le fonctionnement, la coordination interprofessionnelle, notamment. Vis-à-vis d'une étude de marché, est-ce qu'il y a une importance de regarder effectivement dans la commune dans laquelle on va s'installer, s'il y a 1, 2 ou 3 cabinets de kiné, de regarder peut-être s'il y a un cabinet qui fait une spécialité en particulier, de s'assurer en quelque sorte qu'on soit sûr d'avoir la patientèle suffisante pour mener à bien son projet. Et peut-être aussi, quand on crée son cabinet, effectivement, on pense toujours aussi peut-être à avoir des assistants derrière qui peuvent aussi forcément participer aux charges du cabinet, parce que ça peut toujours être un frein quand on monte un projet comme ça, de se dire effectivement, je vais chiffrer l'achat de mon terrain, je vais chiffrer la construction, le matériel, l'usure du matériel. Et de se dire est-ce que je vais être attractif pour éventuellement avoir des assistants ou des futurs associés, et est-ce que je vais aussi avoir suffisamment de patients
s'il y a d'autres cabinets aux alentours. Alors là aussi, cette question, elle est essentielle. Alors sur une création de cabinet, là on parle de création, mais on pourrait parler de reprise, donc soit on part sur de l'existant, où on sait qu'on va avoir une activité déjà existante, tout en sachant qu'il faut voir que cette activité, peut-être elle va fluctuer, peut-être il faut regarder les critères de rachat de cette activité. Est-ce qu'on la rachète? Combien elle coûte? Et quel est le chiffre? Et donc c'est un rapport entre le chiffre d'affaires réalisé, voire les recettes, parce que nous on est beaucoup, enfin recettes ou bénéfices, on est beaucoup sur le bénéfice, et le chiffre d'affaires attendu, les recettes attendues. Recettes et charges. Et puis, donc ça c'est une possibilité de rachat. Possibilité de création, ben là du coup on part de rien, mais en effet, est-ce qu'on va avoir de l'activité? Quel est l'état du local? Donc là, on va parler de différentes choses. Donc, patientèle, local, où là, il va falloir avoir un local adapté et notamment respecter. Alors, si c'est un local ancien, normalement, il doit être aux normes des ERP, les établissements recevant du public et notamment les normes handicapées, loi de 2005, me semble-t-il. Et si c'est un local nouveau, il est forcément aux normes. Donc il doit être normé et il doit avoir cette norme. Ensuite, il y a des aides, justement, pour faire un état des lieux de l'activité locale, notamment avec un logiciel qui s'appelle Carto Santé, qui est un logiciel référent où on peut vraiment voir la population, les professionnels sur le territoire, et puis même contacter ces professionnels, voir si avec ces professionnels, on va pouvoir mettre en place de la coordination. Est-ce qu'on va vraiment être en concurrence? Là aussi, encore deux situations très séparées, parce qu'on dit qu'en France c'est pareil partout, mais notamment avec le zonage conventionnel, c'est pas le cas. En zone alors surdotée, anciennement surdotée, nouvellement non prioritaire, on se retrouve sur des zones qui, du coup, où il va falloir forcément racheter l'activité. Autrement, on ne peut pas s'installer, sauf dérogations, mais qui sont quand même très, très modérées. Et en zone, mais dans cette zone, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas, du coup, quelqu'un qui va s'installer en face de chez vous. Un côté un peu rassurant. Avant l'émission. Exactement. C'est vrai que l'avantage, toute pièce a son revers, mais tout inconvénient a ses avantages. Donc l'avantage d'être, moi je travaille en zone surdotée, je sais que personne ne va venir s'installer en face de chez moi, même s'il y a un local qui se libère. En zone sous-dotée, en effet, la création d'activités à partir de rien, et puis avec le fait d'être dans des zones du coup sous-dotées, très sous-dotées, on va avoir possibilité d'accès donc à des allègements fiscaux et à des aides assurance maladie. Et puis on va avoir la possibilité de créer une activité. Il faut quand même encore chez nous qu'on ait des médecins dans le coin, puisqu'on ait des prescriptions prescrites, médecins ou centres centre, maisons de santé. Des médecins prescripteurs dans tous les cas. Hôpitaux, cliniques, médecins prescripteurs dans une localité assez proche, parce qu'autrement se pose la problématique d'être une prescription prescrite. Encore qu'on pourrait nous parler justement de l'accès direct en kinésithérapie, qui va être expérimental, mais bon... on en est au balbutiement. Exactement. C'est ça. Très bien. C'est la version sympa, ça. Parfait. Et du coup, concernant toujours cette création de cabinet, en ce qui concerne les démarches administratives. Alors, on va parler des démarches administratives et je n'ai pas répondu à ta question sur les assistants, voire associés, monopro, pluripro. Oui, tout à fait. Les démarches administratives de base, c'est les démarches au conseil de l'ordre départemental, où là, de toute façon, soit si on change de département, si on crée une activité, il faut s'inscrire. Les démarches auprès de l'assurance maladie. Alors, en zone surdotée, de toute façon, autrement, vous ne pouvez pas exercer. C'est ça. Et dans les autres zones intermédiaires, sous-dotées, très sous-dotées, là, de toute façon, il faut leur dire que vous travaillez, puisqu'il va falloir avoir notamment une déclaration avec une carte professionnelle de santé, avec une autorisation de l'assurance maladie pour que les patients puissent avoir un remboursement, puisqu'on a une activité du coup qui est prise en charge. Le remboursement des soins est pris en charge par l'assurance maladie. Tout à fait. Donc, partiellement. Et puis après, sur l'histoire des... Alors ça, c'est vrai que tu sois titulaire, assistant libéral ou collaborateur libéral. Pour les remplaçants, c'est un peu différent parce qu'en fait,
Normalement, ça veut dire qu'on a une zone d'habitation et on est déclaré comme remplaçant. Du coup, on ne rentre pas dans le système conventionnel, sauf quand on remplace quelqu'un. Et là, en fait, on prend le statut conventionnel de la personne qu'on remplace. Qu'on remplace, oui, tout à fait. Okay. Mais pour les assistants libéraux, les collaborateurs libéraux au sens de la loi Dutreil et les titulaires de cabinet, ou titulaires individuels ou collectifs, via des sociétés, etc., on est sur les mêmes démarches administratives. Et en effet, après, sur une façon de financer un cabinet, ça peut y avoir un titulaire et plusieurs assistants, un ou plusieurs assistants d'ailleurs, qui travaillent, ce qui permet de partager les frais, ou plusieurs associés. Alors là, du coup, sur des modalités d'exercice coordonné ou sur des modalités de mise en place de sociétés, comme les sociétés civiles de moyens ou les sociétés d'exercice libéral. Ok, super. Et très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur justement quand on crée son cabinet, les coûts initiaux, les financements? J'imagine que forcément, si de toute façon qu'on parte sur un bâtiment déjà existant ou une construction par exemple, qu'est-ce que tu peux nous dire sur voilà, les coûts financiers, à quoi il faut faire attention? Est-ce qu'il y a des petites choses à savoir importantes sur comment forcément alléger les coûts, parce que forcément, ça chiffre vite, le matériel de kiné, le bâtiment, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Déjà, c'est pour ça que parfois, la location, dans un premier temps, ça peut être pas mal. Bien sûr. Parce que c'est une façon de débuter son activité, pas beaucoup d'investissement, pas beaucoup de prise de risque. Tu prends un local qui correspond à ton activité actuelle. Et ensuite, quand tu as un projet qui est beaucoup plus mature, tu peux créer et du coup la construire ou acheter de l'immobilier existant. Et là, du coup, on n'a plus cette problématique. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se réfléchit, et l'immobilier aujourd'hui, ça se réfléchit sur le long terme. De la même façon, si on achète, comment on achète? Est-ce qu'on achète à titre privé, en tant que SCI ou en tant que professionnel? Là encore, ça a des incidences différentes, notamment au niveau fiscal. Complètement. Là, actuellement, je suis, comme je te disais tout à l'heure avant l'émission, je suis en train en plein projet de construire mon cabinet, et j'avais un premier projet où effectivement le bâtiment était dans une structure médicale, alors pas directement raccroché, mais c'est un bâtiment au milieu ce qu'on appelle un village santé, où en fait il y a plein d'autres professions médicales autour. Et une autre possibilité, justement, dans une commune où il y a des maisons, il y a une école, voilà, et effectivement on se dit, quand on va devoir arrêter l'activité ou même vendre pour partir ailleurs, ça doit avoir une incidence forcément. Si on a un bâtiment qui peut être réhabilité peut-être en habitation, ou un local qui justement va être uniquement destiné à une utilisation professionnelle. Alors après, ça peut être n'importe quelle profession qui peut reprendre le bâtiment, mais j'imagine que ça a son importance aussi peut-être pour la revente. C'est peut-être plus difficile de revendre un local professionnel destiné à des professionnels de santé qu'un bâtiment qui pourrait être utilisé pour autre chose. En fait, le bien, normalement, un local, c'est un bien qui a une destination. Si c'est un bien professionnel et que tu veux en faire un bien commercial ou un bien privé, il faut faire un changement de destination du bien. Et donc, du coup, là, il y a une démarche administrative à faire auprès de la mairie, généralement auprès de la mairie. Et du coup, après, c'est la mairie qui accepte ou refuse. Mais quand tu as une demande administrative, ça veut dire aussi que ça peut être refusé. Et en effet, du coup, c'est un local dédié à une activité spécifique, mais peut-être que c'est plus compliqué à vendre que, en effet, un bien à usage à titre privé. Mais après, il y a quand même une recherche. Il faut vraiment réfléchir, et on est sur du cas par cas. Un petit vrai-faux, du coup, pour poursuivre l'émission. Pour réussir financièrement, un cabinet de kinésithérapie doit avoir autant de patients que possible. Je vais dire non, mais il en faut suffisamment. En fait, le nombre de patients a une incidence sur les recettes. Mais ce qui va nous intéresser, et ce qui est intéressant en termes de fonctionnement d'une structure, ça va être le bénéfice. On peut avoir beaucoup de recettes, peu de bénéfices. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir un niveau de recettes suffisant. Mais après, il y a des kinés qui, quand ils vont gagner 100 €, ils vont avoir 70 € de charge, donc il va leur en rester 30. D'autres, quand ils vont gagner 100 €, ils vont avoir 30 € de charge, il va leur en rester 70. Donc du coup, ils peuvent travailler moitié moins
et gagner plus que celui qui va travailler le double. Donc c'est pour ça que les dépenses sont importantes, les charges sont importantes, et les gens ont l'impression que les charges déductibles sont du coup gratuites. Ouais. Et souvent les comptables nous conseillent d'augmenter les charges. D'abord il y a deux choses dans les charges, il y a les charges fixes, celles qui restent, et celles, s'il y a une baisse d'activité, s'il y a des fluctuations d'activité qui vont avoir un impact direct, et on l'a vu notamment pendant la crise sanitaire, oui. Quand il y a eu des baisses d'activité, voire des fermetures de cabinets, si vous avez des grosses charges fixes, la vie est plus compliquée. Amortir les crédits, les loyers, toutes ces choses-là. Les crédits, les loyers, mais tout le matériel que vous avez acheté qui devient une charge. Mais même le personnel, si vous avez un secrétariat, pas de secrétariat, si vous avez une femme de ménage, pas de femme de ménage. Quand vous partez en vacances, si vous avez un remplaçant, mais il va payer une partie des charges fixes. Mais souvent, ça n'est qu'une partie des charges fixes. Et en plus, une fois que vous avez payé les charges fixes, vous avez les charges variables. Si vous avez des grosses charges variables, à la rigueur, elles baissent si votre activité baisse, mais les charges fixes, jamais. Oui, donc il faut bien réfléchir ses dépenses, et notamment sur cet axe-là, charges fixes, charges variables. Évidemment, à mon sens, en privilégiant les charges variables, puisque si vous avez, pour des raisons personnelles, une baisse d'activité, ou professionnelle, enfin peu importe, si vous avez besoin de souffler, si une année vous prenez plus de vacances, si vous n'avez pas trouvé de remplaçant, parce que ça arrive, et puis il y a des périodes où c'est compliqué. Tout ça, ça a une incidence. On s'en souvient l'année où justement les étudiants sont passés de 4 ans à 5 ans, il y a eu une année où des remplaçants, il n'y en avait quasiment pas. Oui, c'est ça. Donc, et puis là, a priori, peut-être qu'on va avoir une incidence aussi avec le nouvel avenant, parce que potentiellement, pendant 2 ans, dans les zones, il y a des zones où on n'aura peut-être pas de remplaçants. Avec ce nouvel avenant. Ça va avoir une incidence. Alors après, on verra. Peut-être que justement les jeunes vont dire non, on ne fait que du remplacement et on ne s'occupe pas de s'installer. On verra à la prochaine convention. L'avenir nous le dira. Mais ça aura forcément une incidence, il y aura forcément une baisse. Très bien. Du coup, on va parler maintenant d'une nouvelle partie concernant le développement de l'activité et fidélisation des patients. Comment puis-je développer mon service pour augmenter la satisfaction de mes patients ? Du coup, le bouche à oreille, par exemple, développer son réseau professionnel, les partenariats avec d'autres praticiens, par exemple kiné, ostéopathe, ou par exemple, j'entends souvent des kinés qui disent voilà, moi je travaille avec un chirurgien, je me suis spécialisé dans l'épaule, et du coup, ce chirurgien-là, je travaille avec lui, il m'envoie mes patients. Du coup, je pense que ça a son importance aussi. Si peut-être on veut se spécialiser dans quelque chose, ou même justement développer son réseau professionnel et être plus attractif pour ses patients. Alors, je pense que c'est une vraie importance qui est un peu sous-estimée dans notre profession. Le côté relationnel, le côté réseau, c'est des choses, je pense en général, on n'en parle pas pendant les études, mais c'est très important. Souvent, la communication est basée beaucoup sur du bouche à oreille, et en fait, il y a une notoriété locale du cabinet. Alors là aussi, une différence urbaine, périurbaine et rurale. Moi, j'ai travaillé en campagne. Quand j'ai travaillé en campagne, je n'avais pas vissé ma plaque, que déjà tout le village où j'allais travailler me connaissait, alors que moi, je connaissais personne et je n'avais pas commencé à bosser. Alors qu'en ville, quand j'ai commencé à bosser, personne ne me connaissait. Et franchement, ça a changé la vie de personne. Donc on n'est pas tout à fait dans la même situation, là aussi. Et le périurbain, ça dépend du périurbain, mais souvent il y a quand même une diffusion du bouche à oreille qui n'est pas la même. Pareil en campagne, les familles sont beaucoup plus grandes. Donc en fait, on a des familles de l'ordre qui peuvent être entre 50 et 80 personnes. Donc quand vous avez quelqu'un qui est content, vous avez une incidence sur toute sa famille qui est globalement, en partie en tout cas, sur la zone. Et du coup, vous avez les gens qui viennent parce que vous avez bien soigné le petit-fils de Madame Michu qui est très contente. Et du coup, vous avez Madame Michu qui vient vous voir, et sa fille, et sa belle-sœur, etc. En ville, vous avez des familles beaucoup plus petites. Souvent entre 5 et 10 personnes, et donc du coup vous avez une incidence familiale beaucoup plus faible. Donc une personne va toucher beaucoup moins de personnes
en bien ou en moins bien. Et oui, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Sur l'histoire des prescripteurs, là aussi, les prescripteurs, c'est bien d'avoir des liens avec des prescripteurs. Moi, j'ai une histoire qu'on m'a racontée il n'y a pas longtemps, c'est un copain à moi. Le médecin qui lui prescrivait essentiellement peut-être 80% de son activité, eh bien, il a fait un burn-out, parce que ça arrive, et donc il ne travaille plus. Et lui, il a perdu 80% de son activité, il a des patients qui n'ont plus de prescription, et qui cherchent un médecin traitant. Alors, soi-disant, à Bordeaux, on est dans une zone surdotée, mais a priori, c'est quand même pas si simple que ça de trouver un médecin traitant. Ouais. Ils vont y arriver, je pense, mais ça met un certain temps. Et du coup, pour lui, c'est un peu compliqué. Alors, comme ça s'est passé en été, et que lui, il avait besoin d'un petit peu de temps, ça ne le dérange pas plus que ça. Oui. Mais il faudra il faut qu'en septembre, octobre, son activité reparte. Autrement, pour lui, ça va être compliqué parce que justement, il a un local professionnel, il a des charges fixes, il a du matériel, il est installé depuis un certain temps. On est habitué aussi, parce qu'on parle des charges professionnelles, mais on est habitué aussi à un certain niveau de vie en privé. Si votre activité est divisée par deux, ça a une répercussion sur le reste. Voilà, le privé aussi, c'est plus compliqué. Et oui, bien sûr. Donc du coup, voilà. Donc les prescripteurs, moi, si j'ai un conseil, moi, ce que je pratique, c'est une diversification maximale. Après, j'ai travaillé en clinique, les prescripteurs étaient les chirurgiens de la clinique, et du coup, il y a une activité. J'ai travaillé dans le sport, dans des clubs sportifs, où là, du coup, il y avait un médecin du club qui me prescrivait une grande partie de mon activité. Mais ça veut dire que le jour où on arrête cette activité-là, on sait que, par exemple, moi, ça correspondait à peu près à 50% de mon activité. On sait que ces 50% d'activité-là, hop, on les a plus du jour au lendemain. Et oui. Donc, et quand vous êtes dans un club sportif pro, des fois l'entraîneur change, et puis l'entraîneur il vient avec le nouveau kiné avec qui il bossait avant, qu'il aime beaucoup, et puis vous, votre contrat est fini, fin de la discussion. Donc ça peut être rapide. C'est pareil pour les cliniques, là aussi. Ayez des contrats, sécurisez vos activités, et sachez à quoi vous vous engagez, parce que ça a une incidence. Parfois positive, mais quand ça s'arrête, ça peut être négatif aussi. Ça veut dire que vous n'avez pas développé d'autres parties de votre activité. Après, vous pourrez les développer, mais du coup, il faut du temps. C'est ça, c'est toujours la contrainte de temps qui... Ça veut dire que si vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'argent, donc ça veut dire qu'il faut avoir un fonds de trésorerie suffisant pour absorber les aléas. Exactement. Ça, c'est aussi une notion qui est importante. Si vous voulez sécuriser votre activité, il ne faut pas que vous soyez à flux tendu. Bien sûr. Et faire face aux imprévus. C'est ça, avoir de l'argent libérable quand on en a besoin, si jamais il y a un pépin, quoi qu'il en soit. Et concernant justement l'aspect marketing en kinésithérapie, par exemple, notamment sur des spécialités, on aurait fait une formation particulière, on est expert dans un domaine. Comment tu préconiserais de mettre en avant justement cette spécialité-là, ou ces compétences-là? Ouais. Alors ça aussi, c'est un vrai sujet dans la profession, un sujet qui a évolué un petit peu dernièrement. L'ordre était, et toujours, parce que en fait, le code de déontologie n'a pas beaucoup changé sur le sujet. Il y a eu une loi européenne qui a modifié les choses, mais en France très peu, puisque en fait, il y avait des pays où il n'y avait pas le droit d'avoir des sites internet ou d'avoir des profils Facebook, LinkedIn ou Instagram. En France, où tout ça était déjà autorisé. En France, en fait, en termes de communication, on peut communiquer en B2B, on peut communiquer avec les gens qui sont en face de nous, on peut communiquer sur la zone, mais par exemple, on n'a pas le droit de diffuser des flyers dans les boîtes aux lettres du quartier. Ouais. Par contre, on peut envoyer des courriers aux médecins prescripteurs du coin. Okay. Ne serait-ce que dire qu'on s'installe, ou dire qu'on a telle et telle spécialité quand on a fait une formation et qu'on a envie de travailler sur telle et telle activité. Tu t'installes dans une zone, tu as envie de faire de la pédiatrie, tu as fait un DU pédiatrique, par exemple, tu dis, voilà, j'ai fait de la kiné pédiatrique, j'ai un DU, je m'installe à tel endroit, et là, du coup, tu peux informer, c'est de l'information, puisque en fait, la kinésithérapie n'est pas exercée comme un commerce, comme le dit notre code de déontologie, donc c'est de l'information, et du coup, tu as le droit de communiquer là-dessus. Tu as le droit aussi d'avoir des plaques qui disent que tu existes, et tu as une deuxième plaque qui a le droit de définir les spécialités, comme c'est défini, alors du coup avec validation du Conseil de l'ordre départemental. Mais du coup, si on s'en tient à ce qui est dans notre décret d'acte, il n'y a pas vraiment de problématique. D'accord.
Après, il y a la possibilité justement d'avoir un site internet avec un cahier des charges qui est défini par l'ordre. Il suffit d'aller voir sur le site de l'ordre. Et puis après, d'avoir des profils de réseaux sociaux. Ben ça, aujourd'hui, c'est tout à fait autorisé. Alors attention à ne pas avoir une pratique commerciale. On a le droit d'avoir une enseigne du coup qui a été normée par l'ordre et avec un cahier des charges. Ok, d'accord. En façade du cabinet. En façade du cabinet. Eh bien, on va passer sur la rubrique gestion du temps et productivité au cabinet. Du coup, la question est comment puis-je gérer efficacement mon emploi du temps pour optimiser mon activité libérale? Ah, ça, c'est une vraie question. Là aussi, la réponse, elle dépend quand même de la situation. C'est-à-dire que si tu as un petit cabinet individuel où tu prends les patients un par un, où tu fais que du manuel, ou si tu as un cabinet où vous êtes 12, avec 3 secrétaires, une balnéo, on ne va pas être sur les mêmes contraintes. Encore une fois, charge fixe. Ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, oui. Ouais, effectivement. Ouais. Si tu as des charges fixes faibles, ce qui va t'intéresser à toi, c'est ton bénéfice. Si tu payes tes charges fixes pendant tes 5 premières heures d'activité, ben si tu veux bosser 35 heures par semaine, tu vas avoir du bénéfice généré pendant tes 30 heures suivantes. Donc tu peux même bosser 35 heures par semaine, là où le kiné moyen travaille 54. Mais après, ça c'est si tu travailles tout seul. Pareil, si tu travailles à 2, si le deuxième c'est ton associé, eh ben, ton associé il paye la moitié des charges. Donc là du coup les charges fixes sont divisées par 2. Donc du coup si tu as le même local que tu divises par 2, il ne va plus te falloir 5 heures pour payer tes charges fixes, il va t'en falloir 2,5. Donc tu libères du temps. Donc là aussi, le fait d'avoir des associés, ça peut faire baisser les charges fixes. Ça peut notamment permettre aussi d'avoir du personnel, notamment du secrétariat, pour diminuer, voire quasiment supprimer les démarches administratives. La gestion téléphonique, gestion de l'agenda, et toutes ces choses-là. C'est ça. Création de patients. C'est ça. Du coup, après, mais il faut avoir un local adapté. Donc tu divises par plus, mais il faut une surface plus grande, plus de matériel, une organisation, une gestion de l'équipe, une gestion des RH, des ressources humaines, des notions de management. Donc là, tu ne fais plus que de la kiné. C'est ça. Donc tu te rajoutes, il y a des choses que tu ne fais plus, mais il y a des choses que tu fais que quand tu es tout seul, tu ne fais pas. Que tu ne fais pas, Si tu as un secrétariat, ton secrétariat va pouvoir gérer tout ou partie des tâches administratives. Si tu n'as pas de secrétariat, ça veut dire qu'il va falloir que ce soit toi qui le fasses. Alors, pareil, secrétariat en interne, secrétariat en externe. Si tu as un secrétariat en externe, c'est un prestataire de service. Si tu as un secrétariat en interne, il faut travailler sur les ressources humaines. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des bulletins de salaire, faire des entretiens annuels, avoir des locaux aux normes quand tu as des salariés, puisque ce n'est pas exactement les mêmes normes, etc. Donc le prestataire de service, c'est aussi une phase intermédiaire. Entre les deux, tu peux avoir des structures un peu plus légères, ce qu'on appelle des structures agiles, un peu plus légères, où tu as des possibilités d'avoir des logiciels qui vont pouvoir te gérer ton agenda, agenda avec possibilité de prise de rendez-vous en ligne. Et là, du coup, tu peux avoir aussi des logiciels de gestion comptable. Tu peux avoir un comptable ou un logiciel de gestion, parce qu'aujourd'hui, il y a des comptables qui font très bien leur travail. Il y a des logiciels de gestion type, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. C'était Indie avant. C'est ça. Il y en a plusieurs maintenant. Mais il y en a plusieurs. Qui permettent de simplifier un peu c'est pareil sur les agendas en ligne. Il y a Doctolib qui est très connu, mais il y en a plein d'autres. Bon, alors attention quand même, parce qu'à chaque fois qu'on prend un de ces logiciels-là, alors on a une obligation d'avoir un logiciel métier, maintenant, je ne vois pas comment on peut faire autrement de toute façon. Il y a des logiciels métiers qui cumulent les possibilités logiciels de bilan aussi, qui peuvent faciliter la tâche, des agendas en ligne, des prises de rendez-vous en ligne. Voilà, donc les logiciels, après, plus vous en prenez, plus ça a un coût, et le coût est une charge fixe, pas une charge variable. Tout en sachant que certains augmentent d'une année sur l'autre de façon exponentielle le coût des logiciels. Donc là aussi,
tous ces outils sont des outils facilitants, mais en face de l'outil facilitant, on a quand même une charge financière non négligeable. Et donc, en face de cette charge financière, ça veut dire que c'est du temps de travail supplémentaire. Et oui. Puisque pour payer, étant donné qu'on est payé à l'acte et qu'on n'a pas de revenus passifs, pour payer ces charges supplémentaires, il faut du temps de travail. Effectivement. J'avais parlé de l'erreur à éviter, si tu avais un conseil, mais effectivement c'est ça, l'erreur à éviter finalement, c'est de dépenser intelligemment et de faire le bon ratio, comme tu disais tout à l'heure, sur les charges fixes et les charges variables, pour justement dépenser intelligemment et avoir si on a une baisse d'activité, de pouvoir y faire face et avoir la trésorerie suffisante derrière pour faire face à tous les aléas qu'il peut y avoir au sein d'une activité libérale. Moi, dans mon cabinet, on est tous différents. Dans mon cabinet, il y a une psychologue. C'est un cabinet un peu particulier. Il y a une psychologue, 2 infirmiers qui sont sur une partie dédiée et un cabinet où il y a 3 kinés. Ok. Il y a 3 kinés, on est 2 associés. De toute la structure? Ouais. Ok. On est 2 associés. Et on a un assistant. D'accord. Les 2 associés, on travaille, nous, sur un fonctionnement téléphone, agenda fixe, on va dire. Et l'assistant, lui, il a un local dédié. Aussi, si j'ai un conseil à donner sur la gestion des ressources humaines, plus vous êtes libre et plus à l'intérieur de la structure, vous pouvez avoir vos espaces, à mon avis, mieux c'est. Mieux c'est, oui, effectivement. Ouais. Des espaces un peu privatifs. On est d'accord. Parce que quand tout va bien, mais le jour où ça va pas, et puis des fois c'est temporaire, on peut l'espérer, parce que si c'est sur du long terme, après il faut se poser la question de pourquoi on est associé ou pourquoi on est assistant dans un cabinet. Mais c'est bien d'avoir des espaces à soi. Le jour où on n'est pas forcément de bonne humeur, ou l'autre il est un peu ronchon, et ça arrive dans nos familles, ça arrive aussi dans la vie professionnelle. Boulot, là, c'est bien d'avoir des espaces dédiés. Et par exemple, l'assistant libéral qui travaille au cabinet, lui, il a envie d'avoir Doctolib. C'est son droit, donc il a pris Doctolib, il gère son Doctolib, et c'est le sien. Okay. Et les autres n'y ont pas accès. Et en fait, lui, ça lui permet de gérer son activité. Comme il l'entend. Comme il l'entend. Et là aussi, je pense que quand on est dans une structure comme ça, libérale, on est des libéraux. Libéraux, ça a un lien avec liberté. Donc le fait d'organiser la liberté de chacun d'exercer comme il exerce dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Voilà, c'est aussi une chose intéressante. Le fait moi j'ai travaillé avec plein de gens sur des modalités très différentes, et on a essayé toujours d'avoir des organisations très structurées pour, à l'intérieur d'un cadre très structuré, où tout le monde se met d'accord sur le cadre, avoir une liberté d'exercice. Okay. Voilà. Après, il y a des structures pour lesquelles c'est plus compliqué. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai une copine qui bossait à Lyon dans un cabinet où ils étaient 25. Alors déjà, tu te structures en société d'exercice libéral. Oui. Ouais. 25, c'est énorme. Ça commence à être un beau cabinet. 25 titulaires, 25 associés, et il y avait, je crois, une dizaine d'assistants libéraux. C'est une grosse structure. Bon, déjà, tu n'as pas un local, tu vois, avec une table et un bureau. Mais du coup, voilà, tu as une gestion, tu as un management d'équipe, tu as une gestion des ressources humaines qui n'a rien à voir. Sur un cabinet intermédiaire comme moi je peux avoir, où tu es 3, 4, 5, enfin 2, 3, 4, 5, la société civile de moyens suffit très bien. Au-delà, à partir de 8, 10, la société d'exercice libéral est un modèle qui est quand même intéressant sur la structuration. Du coup, en ce qui concerne l'amélioration de la qualité du service au cabinet, c'est-à-dire la satisfaction des patients, comme on disait tout à l'heure, l'expertise, les formations continues pour justement essayer de créer de la valeur ajoutée à son cabinet, le suivi personnalisé de ses patients, toutes ces choses-là qui amènent à tout l'aspect qualitatif d'un cabinet. Toi, tu le verrais comment ? Alors d'abord, en effet, je te rejoins sur la première chose que tu as dite, c'est bien se former pour avoir un soin de qualité. Parce que la base, c'est le service rendu. Le service rendu, c'est le soin. Enfin, soin, rééducation, prévention, conseil, voilà. Après,
et ça, c'est une part essentielle. C'est-à-dire vraiment avoir des données actualisées, des soins actualisés, sur la partie vraiment purement technique. Après, on est dans de la relation humaine. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Mais c'est essentiel parce que ça va améliorer aussi le soin du patient. Ça correspond aussi aux données actuelles de la science. Et ça correspond aussi aux données actuelles du droit. Par exemple, la loi Kouchner de 2002 qui dit que la demande par rapport à la douleur du patient doit être prise en compte. C'est une obligation légale. C'est-à-dire que quand ton patient il dit j'ai mal, ben, il faut le prendre en compte. Ça veut dire qu'il faut organiser l'écoute du patient, il faut respecter sa pudeur, il faut respecter son accord, il faut avoir des procédures et une organisation qui permette la confidentialité, l'écoute du patient. Alors on a des contraintes aussi, on a beaucoup de contraintes, hein, contraintes légales, contraintes conventionnelles, contraintes techniques, mais alors on a la chance d'avoir des séances en série, et rarement on voit les patients une seule fois. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui ne se fait pas forcément sur la première séance, mais sur un certain nombre de séances. Tout à fait. Et du coup, dans le cadre de la qualité, il y a plusieurs démarches possibles, hein, mais l'idée c'est de s'améliorer soi, avoir un local satisfaisant pour la prise en charge des patients, améliorer les moyens techniques. Après, on peut faire aussi, si on a envie de pousser la démarche qualité, avoir un questionnaire qualité pour nos patients. Pourquoi pas. Du coup, avoir un feedback. Bien sûr. Et en effet, déjà respecter les textes. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si on allait dans beaucoup de cabinets, il y a peu de cabinets qui respectent tous les textes. Moi, j'avais bossé sur un label qualité pour les kinés avec un groupe d'experts qu'on avait mis en place. Et du coup, on avait travaillé là-dessus. Et je me suis rendu compte que même moi, qui fais quand même de la formation, etc., il y avait des éléments que je n'avais pas forcément ou qui n'étaient pas forcément à jour. Et donc, le fait de faire ce travail-là, mais c'est en recherche de... Et c'est pour ça que c'était intéressant l'idée du label. Bon, ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons, notamment parce que l'assurance maladie n'a pas voulu le financer. Ça, c'est un autre problème. Mais l'idée était quand même très pertinente parce qu'en fait, ça permettait aux kinés de ne pas avoir fait tout le travail qu'on a fait en tant qu'expert pour avoir justement toutes les normes, toutes les charges, toutes les obligations. Donc déjà respecter les obligations légales, conventionnelles et techniques. Donc ça veut dire les recommandations HAS, ça veut dire les recommandations du Collège de la masso-kinésithérapie. La HAS, c'est la Haute Autorité de Santé, comme tu le sais. Et déjà, respecter toutes les normes et les lois qui régissent notre activité, c'est quand même être déjà dans une démarche qualité. Ensuite, le principe de la démarche qualité, c'est d'améliorer le produit. Améliorer le produit, ça veut dire aussi avoir un feedback des patients, savoir qu'est-ce qu'ils trouvent bien, qu'est-ce qu'ils trouvent moins bien. Et du coup, ça met en place des démarches d'amélioration du service rendu. Parce qu'en fait, on est une structure de service. Bien sûr, bien sûr. On prend en soin les patients et c'est ça. C'est le but du métier. Pour rebondir sur ça, justement, comment tu verrais, on se pose souvent la question en parlant avec des kinés par rapport à la tarification des actes. Donc forcément, on est conventionné avec la sécurité sociale. Et est-ce qu'on a le droit, en kiné, de faire du dépassement d'honoraires? Ah là là, une bonne question. Ça. Alors, je vais répondre oui. Mais je vais répondre oui, mais en fait. D'abord, il y a des kinés qui ne sont pas conventionnés. Donc à partir du moment où tu peux exercer de façon non conventionnée, donc à partir du moment où tu exerces de façon non conventionnée, toute la partie non conventionnée est à tarification libre. D'accord. Je ne savais même pas qu'on avait le droit en tant que kiné de ne pas être conventionné justement avec... Alors en tant que kiné, tu as le droit de ne pas être conventionné. Contrairement à d'autres professions, je pense notamment aux médecins, on n'a pas de secteur à honoraires libre, ce qu'on appelle classiquement un secteur 2. Donc on n'a pas ça, on n'a pas cette option-là. Mais par contre, on a la possibilité d'être conventionné ou non conventionné. Donc tu es kiné, tu veux faire de la kiné
non conventionné dans une zone surdotée, Oui. surdotée au sens de l'assurance maladie, Oui. tu ne te conventionnes pas, tu peux exercer n'importe où. D'accord. Ok. C'est pour ça que ce n'est pas une entrave à la liberté d'installation et à la liberté d'entreprise. D'accord. Et oui. Ok, je comprends mieux. Et du coup, c'est vrai que cette possibilité est ouverte. Ok. Après, soyons honnêtes, des kinés qui sont non conventionnés, il y en a 0,1 pour 1000 Et oui. en France. Et oui, oui, oui. Sur les 100 000 kinés qui exercent, tu n'en as quasiment pas qui ont une activité totalement non conventionnée. D'accord. Alors, du coup, je réponds partiellement. L'activité totalement conventionnée, ça veut dire que tu peux avoir une activité partiellement conventionnée. D'accord. Donc, sur les actes qui sont à la nomenclature des actes professionnels, tu vas avoir une activité conventionnée avec les tarifs conventionnels. D'accord. Là-dessus, alors on dit le dépassement est interdit en kiné. Notamment, moi je vais souvent à l'assurance maladie, ils disent le dépassement est interdit en kiné. Je leur dis non, vous vous trompez, le dépassement est autorisé en kiné. Il est conventionnel. Attention, c'est subtil. C'est-à-dire, oui, Le dépassement, il est conventionnel, mais il est conventionnel dans le cadre du dépassement pour exigence. Ah. Et c'est précisé dans la convention. C'est pour ça qu'il est conventionnel, puisqu'il est prévu dans la convention. D'accord. Mais il est prévu dans 2 cas, pour exigence du patient, de temps ou de lieu. D'accord. De temps, c'est par exemple, moi, mon cabinet est ouvert de 9h à 19h. Ce sont des horaires raisonnables. J'ai une patiente qui ne peut pas venir avant 19h30. Elle tient à être avec moi absolument, mais elle ne peut pas venir avant 19h30 parce qu'elle bosse centre-ville de Bordeaux jusqu'à 19h. Donc matériellement, elle ne peut pas être à 18h30 ou à 19h à mon cabinet. Elle ne peut pas y être avant 19h30. Donc là, je peux, pour exigence du patient, avoir, et qui s'explique en plus, Bien sûr. avoir un dépassement pour exigence. D'accord. Conforme à la convention. Ok. Prévu dans la convention. Donc il y a des dépassements qui sont autorisés. Tu as un patient, il veut absolument que tu viennes à domicile. Ce n'est pas prévu, notamment dans le cadre de la prescription. Là aussi, ça peut être un dépassement pour exigence. Du patient, pas du professionnel. D'accord. D'accord ? Évidemment, dépassement avec tact et mesure. Oui. Alors le tact et mesure, oui, suffit de regarder dans les autres professions de santé. Ça peut être jusqu'à 200% a priori, sans trop de difficultés. Oui, ok. D'accord. Donc c'est un tact et mesure large. 200%, c'est au lieu d'être à 20 balles, tu es à 40 balles. Oui, voilà. Voilà. On n'est pas Voilà. comme certains artisans avec des tarifications. Voilà, on n'est pas à 300 € pour venir changer une chasse d'eau. Exactement. Mais les copains plombiers qui vont être contents. Voilà, c'est ça. Mais quand même, voilà, il y a une possibilité. Okay. La deuxième possibilité, alors du coup, c'est pas un dépassement, c'est les actes hors nomenclature. Les actes qui ne sont pas prévus à la nomenclature. Par exemple, les soins veineux hors des problèmes de cancer, des membres inférieurs, qui sont considérés comme des soins de confort. Les fameux drainages qu'on voit un petit peu. Les fameux drainages. Souvent sur prescription, qui au final ne rentrent pas toujours dans la nomenclature. C'est ça. Mais du coup, dans ce cas-là, moi j'ai un de mes collègues qui fait ça, et il dit, écoutez, si vous avez telle et telle pathologie, vous rentrez dans le cadre du remboursement. Non, ça n'est pas mon cas. Si vous n'avez pas telle pathologie, le tarif s'étend. Là, du coup, c'est honoraire libre, et oui. puisqu'on est hors nomenclature, honoraire libre, et tu as du coup la possibilité de pratiquer tous ces actes-là à honoraire libre. Après, tu informes le patient du tarif, des modalités de remboursement, là aussi, une obligation légale, mais à partir de là, on est sur une partie hors nomenclature. Cette partie hors nomenclature est tout à fait conforme à la fois aux différentes lois qui nous concernent, et à la Convention. D'accord. Après, il faut savoir quand même que sur les actes qui sont des actes non conventionnés, on a une surcharge d'URSSAF de 9,74% supplémentaire. Donc on va dire 10%. 10% de plus d'URSSAF sur les actes qui ne sont pas conventionnés. D'accord, ok. C'est juste le bémol. Mais c'est à prendre en compte dans le tarif. C'est à prendre en compte dans le tarif. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, justement, sur la gestion de son temps de travail et que tout calcul était important à prendre en compte. C'est ça. Et bien du coup, on arrive à la fin de cette émission. Je te remercie, Michael, d'avoir répondu à tous ces points et d'avoir éclairci
ce sujet-là. Avec grand plaisir. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur la page de LearnyLib où il y a carrément une formation dédiée à ce sujet-là qui est très complète. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on répondra avec plaisir à toutes vos interrogations.